j'ai d'abord étudié en architecture, en urbanisme, ensuite en aménagement, il m'apparaissait que cette manière de structurer l'espace et de ce mode de développement extensif, l'American Way of Life, était profondément malsain. J'ai travaillé comme responsable des analyses stratégiques à l'Agence métropolitaine de transport. J'ai, dans un intermède, rédigé la problématique des changements climatiques des transports au Québec, puis préparé le plan d'action. Finalement, on doit avoir tout couvert. Ben oui. Et je m'aperçois que j'ai rencontre des blocages. Ce que j'ai fait il y a 7 ou 8 ans, que je croyais qu'elle allait conduire à tel type d'action, n'a pas conduit aux actions que je recommandais. Ce que j'ai fait ensuite n'a pas non plus conduit aux actions que je recommandais. Finalement, au total, rien de ce que j'ai recommandé n'a conduit à quelque changement que ce soit. C'est de là l'idée de fonder un parti politique et d'aller chercher, reconnecter à tous ces réseaux de personnes qui pensent comme je pensais quand je me pensais tout seul dans mon coin. Finalement, il y a des grands réseaux de personnes qui pensent comme ça, qui voient l'avenir comme ça. Et ça, le moyen de faire la connexion avec tout le monde, c'est un parti politique. OK. Je parle un petit peu de Projet Montréal pour commencer avant la présentation elle-même. Projet Montréal, les premières réflexions ayant conduit à la fondation de Projet Montréal, ça date de l'automne 2003. La confiance qu'on avait mise en Tremblay, qui viendrait remplacer Bourg, qui créerait cette nouvelle ville, elle était sérieusement érodée. Puis là, à un moment donné, moi et Claude Mainville, on s'est dit, on va en lancer un parti, on verra bien. C'est comme ça qu'on a fondé Projet Montréal. En se disant, on va mettre dans ce parti-là tout ce qu'on souhaite. La totale. Comment on voit, nous, ce que doit devenir Montréal, ce que doit devenir la collectivité montréalaise, quel doit être notre rapport de citoyen à notre ville, une sorte de ville rêvée avec des citoyens rêvés. On va faire de tout ça le programme d'un parti politique, ça va s'appeler Projet Montréal. Alors voilà d'où est venu Projet Montréal. On a fait notre première campagne électorale en décembre 2004, quelques mois à peine après avoir été fondé. Vous vous souviendrez, il y a eu 2 partiels dans Saint-Laurent. Et là, on a fait 12% là où on a distribué des dépliants. Et ça nous a préparé pour la campagne électorale de l'an dernier, où on a présenté 71 candidats. On n'a pas été capable de présenter 105. Avec ce niveau d'organisation, on ne pouvait pas espérer prendre la mairie, ça va de soi, non plus qu'avoir beaucoup d'élus. On a quand même été renversé par les résultats. On a fait 9,1% du vote. Les méchantes langues, ou les experts de la politique, c'est souvent la même chose, nous prédisaient de 3 à 5%, si tout allait extrêmement bien, peut-être qu'on ferait 5%. On a fait 9,1% du vote. Sur le plateau ici, vous savez, on a eu une personne élue, qui envoie l'eau. Alors, je siège à la place de Carl, mais j'étais conduit d'avance. À 2000 voix près, on avait tout le plateau. Et ça, pour nous, l'élection était un révélateur, comme pour tous les autres. Alors, on est maintenant mis au sérieux. Projet Montréal est très pris au sérieux. Moi, je siège depuis 6 mois. Est-ce qu'on va poursuivre notre montée en puissance comme parti? Est-ce qu'on va graduellement s'imposer? Est-ce que nos idées vont faire du chemin? Nos idées font du chemin, sont dans la bouche de tout le monde. Mais généralement, à des fins de désamorcer le danger qu'on peut représenter. Projet Montréal, aujourd'hui, c'est sur l'écran radar de Lucide, de l'équipe présentement au pouvoir, c'est Projet Montréal qui représente le danger. Vous savez, Gérald Tremblay, Birbeau, regardez la classe politique actuelle, 55 à 65 ans, ils ont appris, ils ont grandi avec l'idée, c'est ça, qui était la conception du progrès, la conception de la modernité. Le Projet Montréal, voilà. C'est un nouveau mode de vie, mais paraîtrait-il qu'on faudrait tous rêver de vivre dans ce genre d'environnement. Ici, c'est Las Vegas, une des banlieues récentes de Las Vegas, bâtie en plein désert, ça va de soi. Et paraît-il qu'il faudrait tous rêver de travailler dans ce genre d'endroit.
Ça, c'est le centre-ville de Houston, c'est exact. Parce que vous voyez là, les fois de circuit imprimé d'un ordinateur, c'est une ville. C'est ça une ville. Et, par ailleurs, nos nouveaux rites magico-religieux, ben c'est quoi? C'est aller magasiner dans des power centers, des centres d'achat. Et dernier, mais pas le moindre, Walmart. Alors voilà le genre de monde, les trois composantes principales du monde auquel on est invité à adhérer depuis maintenant 60-70 ans. Et pour lier ces trois composantes-là ensemble, ben, des autoroutes et des autoroutes, du pétrole qu'on souhaite à bon marché. Alors voilà le mode de vie américain résumé en quelques images à peine. Est-ce que cela peut constituer un danger sur la base de ce qu'on sait aujourd'hui? Alors, une bonne référence sur le sujet, c'est l'île de Pâques. Vous voyez, c'est vers l'an 500 à peu près que le peuplement de l'île de Pâques a commencé. Et le sommet démographique a été atteint en 1500, autour de 10-12 000 habitants. Et à partir de l'an 900 environ, les gens se sont mis à fabriquer ces magnifiques statues. Alors, vous comprenez que la fabrication de ces statues avait d'abord une motivation religieuse, mais c'est aussi devenu une économie, devenu une sociologie, et ça a duré 600 ans. Donc, c'est un modèle de développement qui a très très bien fonctionné, qui a fonctionné très longtemps. Comme ils ne connaissent pas la roue, pour transporter les statues, ils abattent les arbres et ils roulent les statues sur les arbres. Alors, qu'est-ce qui se produit à peu près en l'an 1500? Effondrement subit de la capacité de support du milieu. Alors, ça a collapsé. Et vous voyez que quand les Européens ont découvert l'île de Pâques, il restait 3000 habitants. Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose d'un peu similaire? Nous aussi, on aime les alignements de statues, mais il y a une autre sorte de statue. On en sculpte 60 millions par année à peu près. Il y en a 45 millions qui vont à la ferraille, donc 15 millions, 20 millions de plus. Et on se dit, on en a présentement 800, 850 millions. On nous dit qu'il y en aura 2 milliards en 2030, dont 400-500 millions uniquement en Chine. Voilà, on est pris dans... Alors, il se pourrait qu'on soit en train de faire quelque chose d'aussi sot que ce que les gens de l'île de Pâques ont fait, et en beaucoup moins de temps qu'eux. On nous a appris que la ville idéale, c'est celle que vous voyez là. Ça, c'est Kuala Lumpur en Malaisie. Je ne sais pas si vous connaissez les tours Petronas. Cette ville machine, cette ville des ingénieurs, cette ville de plus en plus des économistes, est une ville totalement inhumaine. Elle est au-delà des capacités humaines. C'est-à-dire, on est sous-performant comme animal pour une ville comme celle-là. Comment voulez-vous vivre dans une ville de même, vous n'avez pas de chance? Alors voilà, on nous a appris que la modernité, le progrès, le bonheur et même la liberté. Hey, c'est fort la liberté, c'est pas mal le mot le plus fort qu'on puisse imaginer. Ben, c'était ça. Il se trouve que jusqu'à il y a très récemment, c'est-à-dire jusqu'à il y a 60 ans, et depuis un certain temps, parce que c'est depuis 2600 avant Jésus-Christ, la ville, c'était pas ça. La ville, c'était le lieu où les êtres humains choisissent de vivre ensemble dans le but d'entrer en interaction les uns avec les autres parce qu'ils estiment que cela leur est mutuellement profitable. Ça, la ville. C'est l'endroit où nous choisissons de vivre ensemble pour entrer en interaction les uns avec les autres. C'est ça qui a motivé la fondation des premières villes en 2500 ans de Jésus-Christ, sur le bord de l'Euphrate et du Tigre. Alors, la plus belle illustration que je connais de cette ville classique, c'est un dessin de la ville d'Alexandrie, dessiné par Alexandre le Grand lui-même, 333 avant Jésus-Christ. Alors, vous voyez, toute la ville est autour de la voie, ça c'est la Via Canopée, c'est la grande artère. Toute la ville est faite à partir de l'artère, parce que l'artère principale va être le lieu de rencontre principal. Alors, c'est la rencontre qui motive la création, la fondation d'une ville. Alors, la ville doit être faite autour d'un espace de rencontre. J'attire votre attention sur deux autres détails. La ville, c'est là où tu réunis tous les talents. Le philosophe, l'artiste, l'ingénieur. Tous les talents sont réunis. Par définition, c'est ça que ça sert la ville. Tant qu'à les avoir sous la main, on va les mettre à profit pour la production de la ville elle-même, qui, dans sa forme même, va exprimer l'état de ses arts, l'état de ses techniques, la maîtrise technique, et ce en quoi l'on croit. Et ça va vous donner cette magnifique architecture qui est l'architecture grecque, en l'occurrence, mais ensuite ça sera l'architecture romaine,
Plus tard, ça sera la cathédrale. Ailleurs, ça sera autre chose. Alors la ville, c'est là où tu exprimes physiquement le niveau civilisationnel que tu as atteint. On nous dit par ailleurs que ça, c'est le progrès de la modernité et que si on refuse cela, on retourne au cheval puis à la carriole. On l'a souvent dit. Moindrement que vous êtes des promoteurs de développement durable, on vous a sûrement aussi dit que vous vouliez qu'on retourne à l'âge de pierre ou à l'âge du cheval puis de la carriole. Mais moi, je trouve qu'il y a un sacré beau cheval ici. C'est un cheval bombardier, soit dit en passant. On est à Strasbourg. Il y a moyen d'avoir un projet résolument moderne, résolument progressiste, autant dans le sens social que dans le sens premier du mot progrès. Un projet porteur de liberté, d'émancipation, et qui soit conforme à l'esprit d'une ville. Là où nous choisissons de vivre ensemble pour entrer en interaction les uns avec les autres. Et ça, c'est Strasbourg. C'est possible de vivre, de revenir à une ville recentrée sur l'humain. Et qu'est-ce qui arrive à une ville après 30 ans que l'on y fait des politiques du genre de celle que propose Projet Montréal? Alors, vous voyez le métro ici de Munich. Ici, c'est le métro de Montréal. Munich est une ville qui a 1 million d'habitants de moins que Montréal. Elle a livré ses premières lignes de métro 6 ans après Montréal. Aujourd'hui, il y a 225 km de métro. Montréal est toujours à 65. Bientôt, 71. Pour $1 milliard de plus. Munich n'a jamais démantelé ses tramways. Ils ont fait le métro, mais sans démanteler les tramways. Qu'ils ont modernisé à mesure que le nouveau matériel roulant arrivait, était proposé. Ça, c'est du matériel bombardier, soit dit en passant. Munich est aussi la capitale allemande des quartiers sans auto, et c'est même la capitale européenne des quartiers sans auto. C'est la première ville piétonnière d'Allemagne, et c'est la ville où il y a les plus grands quartiers sans auto en Europe. Il y en a même un en construction, mais qui doit être rendu à peu près 12-15 000 habitants, mais l'objectif, c'est 50 000 habitants sans auto. Tu laisses ton auto dans des stationnements à l'entrée du quartier, et tu finis ton trajet à pied. Alors, c'est le rêve des piétons. Munich est aussi la capitale allemande du vélo, toujours la même ville, hein? Ça ne change pas d'une ville à l'autre, là. C'est tout dans la même ville, ça. Alors, 700 km de vestibules, jusqu'à 20% de la population va travailler à vélo les 2 journées d'été. Celle-là, elle me fait mal. Voilà comment on ira bientôt à l'aéroport à Munich. En train à lévitation magnétique, à 460 km/h. Nous, ici, on rêve de la réflexion d'un rond-point. Souvenez-vous, dans la fois que vous êtes arrivé à l'aéroport de Dorval, c'est minable. C'est même pas digne du tiers-monde. C'est gênant, c'est embarrassant. Alors voilà comment on arrive à l'aéroport dans les nouvelles villes du monde. Alors on va se dire, tout ça, le métro, les tramways, les quartiers sans auto, le vélo, les trains à lévitation magnétique, est-ce que ça finit par avoir un impact sur le profil de préférence des gens en matière de mobilité? Alors la réponse, vous l'avez ici. Nous, les Montréalais, on fait en moyenne 120 déplacements par année par habitant en transport collectif. Les Munichois font 340. Dans aucune ville allemande, c'est moins de 300. Et là, ce qu'il y a de vraiment étonnant, c'est que Montréal, c'est le siège de Bombardier, la plus grande multinationale omni-transport du monde à l'exclusion de l'auto, et la société qui fabrique le tiers de tous les nouveaux tramways du monde, et à peu près la moitié des métros modernes dans le monde, alors que Munich doit sa prospérité à BMW. Vous savez ce qu'ils font, les Munichois? Ils construisent des chars. C'est pas croyable. Ils construisent des chars. Ils sont beaucoup plus riches que nous. Ils sont plus motorisés que nous. Ils ont beaucoup plus belles autos que nous. Donc, ils ne roulent pas en Kia, ils ne roulent pas en DAO, ou ils ne roulent pas en, je sais pas, en Hyundai. Ils roulent en Mercedes, en BMW, ils roulent en Porsche, ils roulent en Audi. Et pourtant, ils font 340 déplacements par transport collectif par année. Pourquoi? Parce que l'offre est là. Parce qu'ils ont choisi cela comme stratégie d'évolution de leur ville il y a 30 ans. Alors, leur belle BMW, leur belle Mercedes, ils les laissent devant la porte en ville. Il n'y a personne qui les force à le faire. Ils le font par choix. Parce qu'ils préfèrent se déplacer en train à lévitation magnétique par l'aéroport, ou en tramway ou en métro pour se rendre au bureau, ou à vélo quand il fait beau. C'est leur préférence.
Alors, la proposition principale de Projet Montréal, vous l'avez illustré sous les yeux, c'est de nous redonner notre ville. Ici, on est la place de la Comédie à Montpellier. Les autorités de Montpellier, une petite ville de 350-400 000 habitants sud de la France, ils ont attendu de voir Strasbourg. Jusqu'à 1994, on verra bien, on verra bien. On l'aime bien, notre ville, comme elle est là. C'est par exemple de la Comédie. C'est le grand espace de rencontre de prestige de Montpellier. C'est un étalage de civilisation du sud de la France, 1840 environ. Qu'est-ce que c'était devenu, vous voyez? Un parking. C'est un parking. Et là, vous voyez des rues qui rayonnent, 7 ou 8 rues qui rayonnent sur la place de la Comédie. On est dans la vieille ville, et c'est un bouchon de circulation, ça rayonne sur rien, là. Alors, c'est l'endroit le plus bruyant, c'est l'endroit le plus laid, c'est l'endroit le plus pollué, c'est l'endroit le plus débile de Montpellier. Et là, mais ils ont quand même attendu de voir ce qui se passait à Strasbourg. Et quand Strasbourg a livré son projet en 1994, ils ont dit « Ah, maintenant on est rassuré ». Et là, c'est le principe du commutateur on-off. Jusqu'ici, on voyait le monde comme ça. À partir de maintenant, on le voit autrement. Il n'y a rien de toutes les niaiseries qu'on fait ici, qui nous font faire des études durant 14 ans pour changer une ampoule pour une autre. On-off. Pour venir à Montpellier 5 ans plus tard, en 1999, c'est ça. Point. On est revenu, on s'est redonné notre vie. Point. Il y avait un précédent. Il y avait observé ce qui se passait ailleurs. Alors, à notre tour maintenant d'observer ce qui se passe ailleurs. Alors, on se redonner sa ville, c'est ça que ça veut dire. Alors, pour arriver à ce que je viens de vous décrire, il va bien falloir poser la question de la place de l'auto dans la ville. Nous sommes les seuls à Projet Montréal à oser la poser. Parce que l'auto, c'est sacré. Douter de la pertinence de l'auto, même en le faisant de manière raisonnable comme nous le faisons, en disant 2,5% par année, c'est commettre un sacrilège. Ici en Amérique du Nord. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, je viens de dire qu'on va faire reculer l'auto. On va le faire raisonnablement, mais on va le faire avec fermeté et durant le temps qu'il faudra. Alors, 2,5% par année, ça nous donne 10% à 4 ans. Delanoë a fait 15% en 3 ans à Paris. Livingston, à Londres, a fait 30% lui d'un seul coup. Ça n'a pas été progressif, c'est un seul coup, moins 30%. Tout le monde sur Terre qui a une stratégie urbaine un peu conséquente avec les principes du développement durable et un peu moderne dans sa facture, la première chose qu'ils font reculer l'auto. C'est un must. Il faut absolument le faire. Si on n'est pas capable de faire ça, oubliez tout le reste, il n'y a rien d'autre de possible. On ne peut pas à la fois continuer à avoir une croissance de l'auto de 2,5% et avoir la ville dont on parle. Ça, c'est la classe politique, c'est la classe des décideurs économiques et tout. Ils associent les notions de progrès, de modernité, de bonheur, de liberté à l'auto et de croissance économique. Pour eux, là, l'auto est absolument intouchable. Alors, ces gens-là ont vraiment un problème avec l'auto. Ils ne sont pas capables de livrer la piste cyclable sur le boulevard de Maisonneuve au centre-ville. Ça fait 7 ans qu'ils planifient la piste cyclable. Dans le plan d'urbanisme 2004, donc qui court jusqu'à 2014, elle n'est même pas confirmée, la piste cyclable. D'ici 2014, ils ne sont même pas sûrs d'être capables de la faire. Savez-vous pourquoi? Parce que de l'espace, ça ne s'invente pas, il faut enlever une voie auto pour se mettre la piste cyclable. Et ça, ils ne sont pas capables. Parce que pour eux, c'est sacrilège. Tout ça, l'auto, c'est sacrilège. Alors, nous, à Projet Montréal, on n'a pas ce genre de problème-là. Quand viendra le temps de mettre une piste cyclable, ça va être extraordinairement facile. Alors, une fois qu'on a fait ça, on enlève l'auto. Pourquoi? D'abord, pour se redonner de la place à nous-mêmes. Alors ici, on est sur la rue Saint-Laurent, dans l'avant-trottoir. On l'aime beaucoup, notre rue Saint-Laurent. On sait comment elle est importante historiquement. Est-ce qu'elle est belle? Pas du tout. Est-ce que les produits qu'on y vend lors des foires commerciales méritent pareil déplacement, pareil affluence? Pas du tout. C'est de la cochonnerie. Alors, question, pourquoi y a-t-il tant de monde? Pourquoi, dès qu'on met 2 barrières sur une rue, ça se remplit de monde? Parce que être ensemble dans notre ville, c'est un besoin fondamental, consubstantiel à la ville elle-même. Et ça, on se sent tout dans notre ville. Alors, on se redonne notre ville. On se redonne notre ville, mais on va être raisonnable. Alors, Projet Montréal a annoncé à la dernière campagne électorale qu'on ne piétonniserait sur le champ que 3 rues. La rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal, facile à comprendre, il suffit de la connaître pour voir que c'est absurde et odieux que de gaspiller ce minuscule espace à parquer des chars et à en faire défiler d'autres avec des gens qui ont des verres fumés, la calotte à l'envers.
Bon. La rue Mont-Royal, pour une bonne raison, le président du projet Montréal et le fondateur de Montréal à Divers. Alors, ça nous a comme donné des idées. Et comme on est des gens raisonnables, la rue Sainte-Catherine, idéalement d'Atwater à Papineau, mais ça peut se négocier. Ça pourrait être de Guy à... Bon, mes deux premières entrevues comme chef de parti, fondateur de parti, c'était là-dessus, à radio. Et ensuite, j'ai été invité par Télé 4 Saisons, Joannette, le journaliste Joannette. Je lui ai dit justement, oui, je suis Télé 4 Saisons, viendriez-vous me voir au coin de Bleury et Sainte-Catherine? Et on va en parler. Je dis, bien sûr, je vais être là dans 5 minutes. Et là, j'y vais. Et là, puis dans le temps qui a pris 7-8 minutes de jeu qu'il y a eu, il a questionné les gens. Quand je suis arrivé, déjà, il avait changé d'avis. Il va m'apprendre après que les 25 personnes à qui il a parlé de l'idée, il paraît qu'il y a un nouveau parti qui a féminisé la rue. Les 25 personnes font des questions de l'idée, c'est une merveilleuse idée. Ensuite, il est rentré dans un commerce. Il venait d'avoir le carnet, et là, il sortait du commerce, il arrivait avec le commerçant, là. Alors là, oui, vous savez, il y a un nouveau parti. Monsieur le commerçant, vous avez ici le gars qui veut pétaniser la rue, qu'est-ce que vous lui répondez? Le commerçant, savez-vous ce qu'il a répondu? C'était une merveilleuse idée. On a passé 1 heure où je lui expliquais le programme du projet Montréal. C'est là, mais ça se peut pas. Les gens sont vraiment ouverts à ce genre d'idée-là. C'est vous qui n'êtes pas ouverts à ça. Les gens, ceux qui vivent la ville, jour le jour, ceux qui aiment leur ville, qui aiment leur quartier, sont ouverts à ces idées-là. C'est vous autres comme classe pensante ou qui répercute les messages dominants, qui est incapable de voir le monde de même. Et là, ben, voilà. On m'a pas eu. Alors, c'est pas si fou que ça de pétaliser quelques rues, pour commencer. Toujours dans cette idée de revoir la place du piéton dans la ville, une réflexion sur les lieux de concentration de piétons, et tout particulièrement des piétons les plus fragiles, à savoir les enfants. Ici, on est au périmètre immédiat vers l'école ou synagogue que vous voyez là, dans le quartier Chagrin-Maisonneuve, sous la tache rouge, c'est l'endroit où un enfant s'est fait tuer en octobre 2003, à la sortie des classes. Enquêtant sur ce cas-là, je découvre que 100 mètres plus à l'ouest, une jeune fille de 9 ans s'est fait tuer en 1993. Continuant à enquêter, je découvre qu'en 1991, sur la rue Davidson ici, juste derrière l'école, un autre enfant s'est fait tuer. 3 enfants tués en moins de 10 ans pour une école d'à peine 300 élèves. Tout le monde trouve ça normal. Ça vient avec la vie en ville. Dans le projet Montréal, on trouve que c'est totalement inadmissible. On n'a pas le droit d'accepter que l'on tue en moyenne 12 enfants par année. Il y a 60 personnes qui meurent de l'auto sur l'île de Montréal à chaque année. Là-dessus, il y a 30, 32. Une majorité absolue, c'est des piétons et cyclistes. Et une majorité absolue, parmi ces piétons et cyclistes qui meurent, c'est des enfants. Alors, on tue en moyenne 15-16 enfants par année à Montréal. C'est hyper, méga, odieux, inadmissible, inhumain, amoral. On doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut le rendre beaucoup moins perméable l'auto, plutôt que d'en faire un segment, faire de nos écoles des segments sur des trajets motorisés, d'en faire des destinations. Alors, voilà les nouvelles conventions que nous proposons au projet Montréal. Alors, vous voyez, le trottoir traverse la rue, les autos qui s'engagent au périmètre de l'école n'ont d'autre choix que de revenir sur leur pas. L'école n'est plus un segment d'un déplacement motorisé. L'école est une destination. Si vous vous engagez dans le système de rue périphérique à l'école, c'est que vous avez affaire à l'école. Sinon, vous devrez revenir sur vos pas. Priorité absolue aux piétons. Sécurité absolue aux piétons. Et en même temps, on en profite pour planter. On en profite pour embellir l'espace. Alors voilà ce qu'on veut faire à Projet Montréal. Tout ce que vous avez sur les yeux coûte 250 000 $. Pour $1 million, on fait 4 écoles dans cet esprit-là. C'est un programme de quelques millions de dollars à peine. La difficulté n'est pas financière. La difficulté, elle est au niveau conceptuel. Est-ce qu'on est capable d'accepter ce genre de choses-là? En matière d'habitation, alors ici, vous avez le quartier, vous pourrez du bateau Mont-Royal. Vous voyez la grille de rue similaire au... Vous avez un terrain vague, donc ça aurait pu être une station-service qui ferme ses portes. Et le problème avec le modèle de développement que l'on a présentement, le développement immobilier, le mécanisme du marché immobilier,
c'est quand tu bâtis un nouvel ensemble de condos, alors le moment que ça marche, l'arrivée d'un investissement comme ça et de la catégorie sociale correspondante va envoyer un message aux propriétaires des logements autour qui vont comprendre qu'ils peuvent monter leur loyer. Alors, vous comprenez qu'il n'y a eu aucun investissement ici de fait là. Il n'y a rien qui a changé, sauf quelque chose qui est totalement externe à ces propriétaires et qui va leur permettre de monter les loyers et éventuellement de remplacer les occupants de longue date du logement par des plus fortunés. Le maire Gérald Tremblay, il est heureux de ça comme c'est pas possible. Lui, il dit que Montréal est en train de rattraper Toronto, son retard historique sur Toronto au niveau des coûts du logement. Que c'est bon. Nous, au projet Montréal, on dit non. On dit non. Il doit être possible de construire dans des quartiers centraux sans qu'il n'y ait de conséquences financières pour les occupants actuels des quartiers. Alors, autrement dit, à peine la situation que vous voyez là. Tu bâtis ton immeuble puis il ne se passe rien à côté. Comment? Une technique toute simple. Publier les baux locatifs. Les baux locatifs sont l'une des seules informations secrètes dans la vie de tous les jours des gens. Admettriez-vous qu'allant au magasin, il n'y ait pas de prix décrit sur les produits en vente? Un autre exemple plus proche de l'immobilier, qui est dans l'immobilier, le rôle immobilier de la ville, le rôle foncier de la ville, qui sert à la fixation des taxes, les publics. Si vous voulez savoir combien vaut ma maison, tapez 245 de la gauchette CRS ce soir sur votre ordinateur. Allez dans la ville de Montréal, allez dans le rôle foncier, tapez 245 de la gauchette CRS, vous allez voir la valeur de ma maison. J'ai pas moyen de le cacher. Alors, on tolère une seule exception à ça, c'est les baux. Ah, les baux sont secrets. Tu te présentes pour louer un logement, le propriétaire dit c'est 800. Et là, tu lui demandes, mais combien payait l'occupant précédent? S'il vous plaît. C'est 800, si tu ne le prends pas, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient dans un quart d'heure, puis il va le prendre à 825. Or, le logement peut-être était à 400. Le propriétaire a utilisé toutes sortes de trucs pour évincer l'occupant à 400. Il a attendu 2 mois pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lien entre l'occupant précédent et les nouveaux occupants. Il a fait semblant de rénover, il y a une petite couche de peinture, un peu de mastic autour des fenêtres, puis il monte le prix à 850. Avec le projet Montréal, avec la publication des baux, ce n'est plus possible de faire ça. La publication des baux, ça coûte pas de maudite scène. C'est très facile à faire. On va sur Internet, on voit Accès Montréal, on voit des bibliothèques publiques, puis on a toujours le prix que payait le précédent. Ça fait 20 ans que c'est demandé par ceux qui travaillent dans le secteur du logement social principalement. Ça fait 20 ans qu'ils demandent ça. Les propriétaires ne veulent pas. Avec le projet Montréal, c'est pas compliqué. On s'engage à le faire, puis on va le faire. Alors, ayant fait ça, on protège les droits des habitants actuels de la ville. Par ailleurs, deuxième volet de notre politique d'habitation, on inverse la notion de zonage. Plutôt qu'elle serve à exclure, elle force à inclure. Alors, c'est simple, 30% de ce que vous faites comme logement, les promoteurs, vous êtes bienvenus, 30% de vos logements doivent être des logements sociaux ou abordables. On discutera sur l'abordabilité, là, mais grosso modo, vous réservez toujours 30% des logements aux catégories sociales défavorisées. Vous pensez que c'est socialiste, cette affaire-là, qu'on n'a jamais vu ça nulle part dans le monde, c'est 40% à Londres. C'est autour de 20-22% à Manhattan, dans toutes sortes de formes. C'est-à-dire au cœur de l'empire capitaliste, ils appliquent le zonage d'inclusion. Et c'est obligatoire. Et nous ici, ben non, on ne peut pas faire ça. Des riches et des pauvres ensemble, vous n'y pensez pas. Ben justement, ils pensent. Si bien que là, il n'y aura jamais aucun projet qui sera une catégorie sociale contre l'autre. Ça sera toujours au bénéfice aussi des populations actuelles des quartiers. Alors, on a protégé leurs droits et on s'est assuré que quoi qu'il se passe dans le quartier, ça va leur profiter. Une fois que tu as fait ça, là, tu peux redévelopper Montréal. Redévelopper comment et où pour commencer. Ici, vous avez une station de métro Préfontaine. Vous connaissez les véhicules de la station de métro Préfontaine. Je ne sais pas si vous voyez ici, au-dessus de mon petit doigt, il y a le bout du métro. Alors, vous avez de ce côté-ci, c'est Poulet Frit Kentucky, avec 40 espaces de stationnement. À côté de Poulet Frit Kentucky, c'est Ocop Barbecue, avec 60 stationnements. De ce côté-ci de la rue, c'est Location Jean Légaré. Là, vous traversez au pied de la rue, vous avez ce commerce minable, là, même pas digne du boulevard des Laurentides à Laval, avec du stationnement en façade. Et ainsi de suite, sur 1200 mètres de long de la voie ferrée jusqu'à rue Bonbonnière. Assurément l'une des rues les plus laides de Montréal, les plus inhumaines de Montréal. C'est normal, il y a 2 stations de métro, Préfontaine et Joliette. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire ça. On
peut prendre le même 22 mètres, 22,6 mètres de largeur, qui est aujourd'hui juste de l'asphalte, et le transformer en un parc linéaire et en une voie de service de 4 ou 5 mètres de large avec des cyclables. Et on peut faire comme ça de magnifiques lieux de vie. Typiquement urbain. On ne copie pas la banlieue. Là. On est en ville, on assume le fait qu'on est en ville. Mais on donne en ville la sécurité, la quiétude, la verdure et l'air plus pur qu'invoquent les gens quand ils quittent Montréal. Quand on leur demande pourquoi vous quittez Montréal, c'est ça qu'ils invoquent. On vous le donne en ville. Bon, bien entendu, une des propositions principales du projet de Montréal, c'est d'investir massivement dans le transport collectif. Si on réduit la place de l'auto de 2,5 par année, il faut que le transport collectif prenne le relais. Il faut qu'il remplace l'auto, il faut qu'il accueille, qu'il absorbe la nouvelle demande de mobilité. Donc, ça demande une croissance de 5 par an. Il faut viser, sur l'horizon 15-20 ans, à peu près 1 milliard d'usagers. Il y en a présentement 425 millions, grosso modo, annuellement, de passage pour le transport collectif. Il faut viser 1 milliard. Il faut plus que doubler la place du transport collectif à Montréal. Et pour ça, tu as besoin de tous les modes. Mais avant de parler de ce qu'il faut faire, une réflexion sur le prix. Et quand on monte le prix, on l'a fait 5 fois durant le mandat Tremblay. Je répète, 1er janvier 2002, 1er janvier 2003, 1er juillet 2003, 1er janvier 2004, 1er janvier 2005. À chaque fois, ils nous ont dit, nous sommes les moins chers du continent, c'est pour ça qu'on rattrape la moyenne nord-américaine. Ils nous disaient même pas qu'il manquait d'argent. Ils nous disaient qu'on rattrapait le reste de l'Amérique. Bizarre de conception du rattrapage. Alors voici le tableau sur lequel ils se fondaient pour dire que nous étions les moins chers du continent. Si tu refais le calcul à parité de pouvoir d'achat, en tenant compte du pouvoir d'achat, comme on le fait toujours pour ce genre de comparaison, Montréal n'est pas le moins cher du continent, c'est le deuxième plus cher. Et la seule raison pour laquelle Toronto est le plus cher du continent, c'est que durant 8 ans, ils se sont tapés un dénommé Mike Harris, qui est le prototype du politicien de droite ONI au Canada. Alors présentement, notre administration municipale, elle fait des pieds et des mains pour ressembler le plus possible à Mike Harris, mais sans le dire, bien entendu. Alors nous, au projet Montréal, vous le savez, nous recommandons, nous nous engageons, sitôt élus, à ramener le prix de la carte à 40 $. Vous voyez où ça se situe, 40 $? À Calgary, c'est 40,8 $, donc à toute fin pratique, ça serait le même prix qu'à Calgary, et ça serait plus cher qu'à Los Angeles, Ottawa et Dallas. Nous serions donc à 40 $ uniquement parmi les moins chers du continent. Nous ne serions pas le moins cher, mais parmi les moins chers. Par ailleurs, ça peut paraître extravagant, passer de 61 à 40. Mais quand Gérald Tremblay a pris la mairie, c'était 48 et 50. Et nous entrions à cette époque-là dans l'ère Kyoto. Il eût été normal de faire passer le prix de 48 et 50 à 40, puisqu'on entrait dans l'ère Kyoto et qu'il fallait susciter des changements de comportement, de préférence, de mobilité au sein de la population. Présentement, le métro déplace 225 millions de personnes par année. Si on choisissait d'investir dans le métro pour viser notre milliard d'usagers, ça prendrait de combien de kilomètres de métro? 3, 4, 5 kilomètres de métro? 450 millions de kilomètres? Pas de chance d'être sorti. Alors, avec ce qu'on peut, une sorte d'effort maximal, mais raisonnable au niveau financier, on peut viser peut-être 75 millions d'usagers de plus du métro dans ce grand plan de match dont je vous parle. Ça va être dur d'aller plus loin que ça. Bon, l'autobus, on peut viser un quasi-doublement d'autobus. C'est-à-dire, ici, il met 175 millions, mais ça pourrait être 200, 225. Il faut porter l'achalandage de l'autobus à 400 millions d'usagers. Ça serait un effort titanesque de développement des autobus. Et on aurait toujours que 175 millions de plus. Les deux ensemble, on a toujours juste 250 millions. C'est 1 milliard qu'il faut aller chercher. Alors, le train de banlieue déplace présentement 15 millions d'usagers. Si on le multiplie par 4, on va se rendre à 60 millions. 300% d'augmentation. Savez-vous comment ça en prend, le train de banlieue, faire ça? Il faut quasiment couvrir l'espace métropolitain de train de banlieue. Une fois que vous auriez fait ça, on devra se compter très chanceux d'avoir 45-50 millions d'usagers de plus. Parce que ce serait 2 fois plus qu'à Toronto présentement. Alors, il y a des limites intrinsèques à chacune des technologies actuelles. Et c'est pour ça qu'il faut inclure dans la stratégie une nouvelle technologie, qui est celle du nouveau tramway, train-train, et qui, à elle seule,
pèsera aussi lourd que les deux technologies principales qu'on connaît aujourd'hui, l'autobus et le train de banlieue. Et c'est comme ça qu'on peut espérer avoir 1 milliard d'usagers en 2020-2025. Et à ce moment-là, on aura à peu près 250 déplacements par année par habitant. Présentement, c'est 115, tantôt je disais 120, 115. Et je vous rappelle qu'à Munich, c'est 340. Nous serions encore loin en 2020-2025 de n'importe quelle ville allemande de plus de 700 000 habitants présentement. On sera encore loin. Ici, il faut bien comprendre, le projet Montréal n'est pas contre l'autobus, le projet Montréal n'est pas contre le train de banlieue, le projet Montréal n'est pas contre le métro. On est pour tout ça et pour le nouveau tramway. Maintenant, on va en parler du nouveau tramway. Pourquoi est-ce qu'on a on accorde une importance particulière au nouveau tramway? C'est que ce n'est pas qu'un instrument de transport. La ville ne fonctionne plus de la même manière après que tu as mis un tramway. Alors, quand tu mets un métro, il est sous terre, il ne dérange pas l'auto, il ne dérange pas le camion. La ville continue, d'ailleurs, c'est la vertu principale du métro au bout de l'œil de l'autre camp. Ils ne veulent surtout pas qu'on fasse le tramway. Maintenant, ça va nuire à la circulation. Hey, c'est ça qu'on veut, nuire à la circulation. C'est l'objectif. À Strasbourg, après avoir vu ce qui s'était fait à Nantes et à Grenoble, ils ont dit, nous, on va aller plus loin. On va piétoniser tout le centre-ville. On va réellement changer du tout au tout la personnalité de la ville de Strasbourg, de l'agglomération de Strasbourg. Alors, ils ont pris leur ville comme ça, et ils en ont fait cela. Et là, ben, depuis lors, Strasbourg, c'est la mecque du nouveau tramway. Du nouveau tramway, pas juste comme technologie de transport, du nouveau tramway comme instrument de développement urbain. À gauche et à droite, c'est pas la même ville. C'est autre chose. Et cette ville de droite n'est pas moins moderne que celle de gauche. Elle est beaucoup plus moderne. Elle est parfaitement silencieuse. C'est incroyable le silence du centre-ville de Strasbourg. Moi qui, dans cette mission-là, j'allais à partir de Paris, j'allais une journée en avion ou en TGV. En TGV dans chacune des villes. Et quand je revenais à Paris chaque soir ou chaque matin, je trouvais ça infernal de quelle ville barbare. Je passais mes journées dans ces villes-là. Je me disais, mais ça n'a aucun sens. Mais là, vous le savez tous, on va inaugurer dans 2 semaines la première ligne de nouveau tramway à l'intérieur de Paris même. Alors Paris maintenant passe au nouveau tramway surtout. Bon. Ici, on revient à Montpellier. Alors ça, c'est la rue Macmillan qui relie la place de la Comédie à la gare, pas plus que 500 mètres. C'est la rue Sainte-Catherine locale. Regardez comment c'est belle. Notre rue Sainte-Catherine ne pourrait-elle pas être comme ça? Ici, on est au boulevard Pasteur, une rue commerçante d'un quartier ancien périphérique, très similaire à n'importe quel quartier ancien de Montréal. Ça pourrait être ici le plateau de Montréal, ça pourrait être Verdun avec la rue Wellington, ça pourrait être Rosemont avec la rue Masson, et ainsi de suite. Alors, vous voyez ce qu'on en a fait. Alors, ça veut dire quoi le tramway à Montréal? Grosso modo, 250 km de réseau potentiel sur l'île, plus 100 km vers l'extérieur de l'île, donc 350 km pour à peu près 12 à 15 milliards de dollars. La valeur de remplacement du métro de Montréal, présentement, est d'à peu près 12 milliards de dollars. Ça veut simplement dire qu'il faut, dans les 20 prochaines années, faire ce que l'on a fait depuis 1960 avec le métro. C'est juste ça que ça veut dire, rien de plus. 12 à 15 milliards d'investissements dans 250 km de tramway. Alors, on commence où? On peut commencer un réseau, généralement ça naît à partir d'un embryon, ça se développe. Alors, ici, vous avez 25 km de visite. Vous avez le projet qui a été étudié depuis 1998 par l'AMT. 98, on est en 2006. On n'est même pas encore rendu aux études de faisabilité, là. On est encore, je ne sais même pas comment est-ce qu'on les appelle, on invente des nouveaux noms chaque fois. Alors, peut-être qu'en 2025, c'est con, on se tape la tête des murs. Partout ailleurs sur Terre, ça leur prend 4 ans. Après, le moment où ils commencent à y penser, et le moment où ils livrent 30 km de réseau, ça prend 4 ans. Jean Drapeau a promis le métro en 1960, en octobre 60 à l'élection. On a commencé à creuser le métro en octobre 62. On a livré 26 stations, 26 km de tunnel en octobre 66, 4 ans plus tard. C'est bien plus dur de faire du métro que de faire du tramway. Ici, ça fait 8 ans qu'on étudie une ligne de tramway. 8 ans qu'on l'étudie. On n'est pas encore rendu dans les vraies études. Comment, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors voilà la place qu'occupe le tramway dans la pensée de Projet Montréal. Sa juste place, mais sa très grosse place. Et là, voilà la réplique que vous vous êtes sûrement dite, certains parmi vous. Il nous
nous parle de l'Europe depuis tantôt, il ne sait pas qu'ici c'est l'Amérique. Est-ce que Houston, Texas, est en Amérique, d'après vous? Ça, c'est la ville dont je vous parlais tantôt, mais là, on regarde la rue Sainte-Catherine locale. Saviez-vous que depuis 2004, elle est piétonne avec tramway? Houston, Texas. Dallas, Texas. Idem. Ah, ne pensez pas à ça pour la rue Sainte-Catherine, parce que nous, les Montréalais, on n'est pas d'accord avec ça. On aime nos autos. À Houston et à Dallas, oui. À Denver, oui. Minneapolis-Saint-Paul, oui. San Diego, oui. Et ainsi de suite pour 40 villes américaines. Toutes piétonnisent leur rue principale. Toutes ont le service transport collectif gratuit au centre-ville. Ça devient des nouvelles normes minimales de compétitivité, de qualité de service à l'échelle mondiale, et tout particulièrement nord-américaine. Le programme de Projet Montréal, c'est simplement les nouvelles normes de compétitivité urbaine en Amérique du Nord. Bon, bien sûr, ça va coûter de l'argent, tout ça. Est-ce qu'on a de l'argent? Moi, je remarque que depuis qu'on est rentré dans l'ère Kyoto, Kyoto, c'est décembre 1997. On est donc rentré dans l'ère Kyoto le 1er janvier 1998. Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2004, durant 7 années, on a investi à peu près $1 milliard dans le transport collectif. Pour la relance des trains de banlieue, la rénovation du métro, les 350 premiers millions de dollars d'investissement dans le métro de Laval, et ainsi de suite, grosso modo $1 milliard. Ça a été très difficile, ça a pris la forme de dizaines, de centaines de projets. Chacun a été débattu pointilleusement. Et c'est un exploit d'avoir réussi à dépenser $1 milliard. Durant le même temps, on ajoutait 40 milliards de dollars à la dépense auto sans que personne s'en aperçoive. Et tout le monde le gros smile. Ah, tu t'es acheté un nouveau, tel nouveau char, t'as acheté en moins 80 000. Hey, t'es en moyen. Waouh, t'es chanceux. Voilà comment on se comporte vis-à-vis d'une dépense, une augmentation de dépenses auto. Bon, alors, c'est pas l'argent qui manque, c'est simplement le met pas au bon endroit. Alors, nous, comment on propose à Projet Montréal de détourner une partie de la dépense auto vers ce que je viens de vous montrer? Des péages aux entrées de Montréal, ça représente à peu près 350 millions par année. Ensuite, la taxation du stationnement. Alors, cela nous permettrait d'aller chercher facilement 400-500 millions de dollars par année, qui est le montant dont on a besoin pour faire financer la politique urbaine que je viens de vous présenter. Ceci étant, on n'aurait même pas besoin de faire ça. Il y a présentement à Montréal assez d'argent pour faire toute la politique de Projet Montréal sans mettre de péage ni de hausse et sans taxer les stationnements. Et sans aucune autre mesure, ni sur les prix de l'essence, ni sur rien. Cet argent-là va où? Allez demander à Frank Zampino. On sait, ce qu'on peut voir quand on regarde le budget de la ville, que l'administration générale est passée de 350 millions par année en 2002 à 600 millions par année cette année. Donc, c'est 250 millions d'augmentation pour les coûts d'administration générale. Ça veut dire que la nouvelle ville, avec ses grosses mairies, avec tout le personnel politique, puis tout le flafla de ces nouveaux maires, ça coûte cher. Maintenant, on étudie un projet à l'arrondissement, on le réétudie à la ville, puis on le réétudie à l'agglomération. 3 fois. Et après ça, chicane. Pour savoir qui va. Ça coûte 250 millions. Les coûts de contrats externes ont augmenté de 100 millions par année. Ça, c'est les contrats de services juridiques qui sont au cabinet d'avocats, de services professionnels qui sont au bureau d'ingénieurs. Et durant ce temps-là, les employés de la ville tournent les pouces. On leur enlève leur travail, pas leur salaire, leur travail, parce qu'on a besoin de faire vivre les réseaux qu'ils nous ont mis en place pour leur donner des contrats. Ça, c'est à peu près 100 millions. On est rendu à 350 millions. Par ailleurs, ce qui manquait pour se rendre à 500 millions, ces 4 dernières années, la ville a eu des excédents financiers nets de totalisant 490 millions de dollars. Ça, c'est de l'argent qu'ils ont eu en trop une fois qu'ils ont eu financé toute l'inflation bureaucratique de Montréal, qui ont eu donné tous les contrats dont je vous parle, et autres affaires dont on ne vous parle pas. À la fin, il leur restait encore 490 millions de dollars. Il y a de l'argent à Montréal comme il n'y en a jamais eu. On pourrait tout financer ce que je viens de vous montrer là, sans aucun nouvel instrument financier. C'est bon à savoir, parce que le gouvernement du Québec ne nous autorisera pas à mettre des péages chez les ponts quand on va prendre le pouvoir en 2009. Alors, on fera notre politique, simplement, avec l'argent qui est gaspillé aujourd'hui. Alors, je crois vous avoir... j'ai essayé de vous convaincre que c'est vers ça qu'il faut aller. Ça s'appelle le développement urbain durable. Je pense que c'est dans l'air du temps. Je pense que c'est ça qu'il faut faire à Montréal. Il faut enfin mettre Montréal dans le même siècle.